Orgueil, là. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu. Tout le monde en a parlé à retrouver l'âme à la maison de la RATP à Paris pour un casting un peu spécial. Alors là, je vais rejoindre les membres du jury et les artistes pour commencer le concours, le grand casting du printemps du métro de la RATP. Voilà, qui est là. Et oui, la RATP, l'âme connaît bien puisqu'elle a fait ses débuts en chantant dans le métro parisien. À quelle époque vous avez joué dans le métro? Alors j'ai commencé à jouer dans le métro en 1990. Puis direction la loge où elle retrouve les autres membres du jury, parmi lesquels Manu Dibango et Ina Mocha. Tu dis bien. On n'est pas encore au suicide. Ça va? Ça va? Et en tant que jurée, l'âme n'est pas très à l'aise. C'est un honneur, mais en même temps, ça me fait du mal de juger des gens, en fait. Donc, surtout que je sais que ce sont tous des artistes de talent et de mettre des notes, de mettre ça même. Mais bon, on est là pour le fun. Hein. On est là pour s'éclater, on est là pour s'amuser. Mais petit à petit, elle se laisse entraîner par les candidats qui défilent. Et prend même son rôle à cœur en notant tout. Et elle a un vrai coup de foudre pour l'un des candidats. Et en showgirl, l'âme finit le casting sur la scène. Le lendemain, on retrouve la chanteuse dans le 18e arrondissement de Paris, en plein cœur de Montmartre. Je vais chercher des tissus pour mes costumes de scène. J'aime bien flâner aussi. En plus, il fait beau, donc c'est super. Et puisqu'elle est dans le quartier, l'âme en profite pour passer voir un compositeur. Salut. Ça va? Comment ça va avec toi? Ça fait plaisir. Vous avez repris une chanson de mon mari, Ah ouais? qu'il avait composée quand on s'est rencontrés. D'accord. Ah ouais. À la base, cette chanson s'appelait La Mia. Ah oui? La Mia. Da, 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 da. Touch my heart. C'est magnifique, hein? Belle chanson. It's something that you can borrow. J'ai entendu la mélodie chantée par Tout de suite, ça t'a- Kaina. ouais. Ça m'a touchée. C'est très beau, très beau. Une visite en coup de vent car c'est déjà l'heure de retourner au travail. Salut. Salut Julien, à bientôt. Hein. Alors là, nous allons chez mon producteur de spectacle. On va rejoindre aussi mon manager Fred Jurez. Puis nous allons parler business. Ce que j'aime le moins dans ce métier, c'est de parler de business. Et justement, ils ont un nouveau projet à lui présenter. C'est une maquette. Hein. C'est simplement la Lame maquette. in Love. Mes plus belles chansons d'amour. Bah moi, je trouve que c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup l'affiche. Là, c'est la lame sobre. Voilà, c'est la lame sobre. Voilà. Et ça fait du bien aussi. À qui? À tout le monde. Dernier rendez-vous de la journée avec son manager, l'âme va rencontrer les ex-membres de Trust. J'ai vraiment kiffé. C'est vraiment le bon rock américain. Je vous dis, mon mari est américain. Il a apprécié. Vous avez un vécu chacun de votre côté qui est assez intéressant et ça va permettre de développer d'autres choses. Non mais bien sûr, mais moi franchement, ça serait un honneur de chanter avec vous, de faire un duo. Avec plaisir. Avec nous. Avec plaisir, hein, avec plaisir. Et j'ai une âme rock and roll aussi. Ma voix en anglais est complètement différente que quand je chante en français. Hein. C'est pas du tout pareil. Là, si je fais
petite sœur, je connais ta peine et ta douleur. Si je fais, ma maman said that your life is a gift. C'est la... Tu vois, je chante, c'est pas la... Voilà. C'était Lenny Kravitz. Pas du tout évident. Une énergie débordante et des projets plein la tête, l'âme compte bien retrouver son public très bientôt. Salut. Au revoir. Et maintenant, la lumière se rallume sur l'âme. L'âme, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 1er septembre 1971 dans le 12e arrondissement de Paris, sous le prénom de Lamia, qui signifie la lumière en arabe. Vous êtes la deuxième d'une fratrie de 7 enfants, famille originaire de Tunisie. Alors, quand vos parents se rencontrent, votre mère a 20 ans, votre père 40, elle est danseuse orientale, elle rêve de devenir star. Quand elle est arrivée en France, elle pensait que sa vie allait changer, mais elle s'est retrouvée très vite avec 7 enfants sur les bras à Montreuil, avec un mari ouvrier. Grosse déception. Alors là, j'ai l'impression d'être au commissariat du coin, là. Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'était une période très difficile pour eux. Et ma mère avait plein de rêves. Et en fin de compte, rien n'a marché. Ouais. Alors, il faut dire aussi, votre père appartenait à l'ancienne génération, c'était un peu la mentalité du bled, quoi, un peu un blédard. Il travaillait en usine, il rentrait le soir, crevait, il avait un peu picolé souvent, et quand il voyait les gosses courir dans tous les sens, il allait plutôt lire le journal ou dormir dans son coin, quoi. Oui, c'était une façon pour lui de laisser ça derrière lui, parce que ça lui prenait la tête, et c'était une façon à lui de s'évader. Ouais. Votre mère était très déprimée, c'est ce qui la rendait sans doute brutale et violente avec ses enfants? Ma mère n'était pas faite pour être mère. Ouais. Et elle s'est retrouvée à 27 ans, elle avait 7 enfants. Ouais. Donc on se suit. Ouais. Et puis elle a pété un câble, elle a fait une grosse déprime. Sa façon pour elle de s'exprimer, c'était de nous tabasser. C'était une façon à elle de... Je sais pas, d'oublier ses problèmes, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, elle était très, très dure. Enfin bref, la différence d'âge et d'ambition entre vos parents, la promiscuité, la pauvreté, l'alcool et les disputes qui s'en suivent seront à l'origine de votre placement dans un foyer de la DAS. Vous avez 6 ans, vous y resterez jusqu'à l'âge de 18 ans, mais vous dites, j'ai pas vécu ça comme une enfance misérable. D'abord, on nous a placés dans le même foyer avec mes frères et sœurs. Donc vous avez grandi tous ensemble, en fait. On a eu la chance d'avoir une juge qui a très bien compris que la famille c'était important et qu'on avait besoin d'être ensemble. Et elle a eu l'intelligence de nous placer en même temps, tous ensemble, dans le même foyer. Alors vous étiez assez contente, vous dites, j'étais nourrie, logée, blanchie et assez heureuse finalement. Ah oui, tout à fait. Les misérables, c'était nous. Oui. Et quand je suis arrivée dans les foyers où on connaissait la fête, les repas, on mangeait matin, midi et soir, ce qui n'était pas le cas chez nous. On mangeait une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Et là, on était heureuse. Voilà. Alors, compte tenu des violences que votre mère avait exercées sur vous, vous ne souhaitez pas la revoir, et en fait, vous la verrez à l'âge de 24 ans, c'est-à-dire 18 ans plus tard. Oui, en fait, elle part de la maison suite à un adultère. Mon père la vire. Je la vois partir de ma fenêtre. Et c'est malheureux à dire ça de sa mère, mais c'était le plus beau jour de ma vie, parce que j'ai vu cette femme partir, on n'était pas heureux avec elle, je veux dire, voilà. Alors, dès l'âge de 10 ans, vous développez une vraie passion pour la chanson, et vous aimez plus que tout interpréter les tubes de vos idoles. Alors, ça va de Donna Summer à Claude François, hein? Oui. Ouais. En fait, on avait des éducateurs qui aimaient bien faire la fête. Ouais. Et donc, on faisait des booms. Et donc, il y avait Donna Summer, Dalida, Claude François, puis moi, je faisais du playback, je faisais des chorégraphies, voilà. Alors, à l'époque, à ceux qui ne vous croient pas, vous répondez, vous verrez, un jour, je serai la première Madonna arabe. Parce qu'à l'école, on se foutait un petit peu de ma gueule, parce qu'on disait, mais attends, tu te prends pour qui? Tu te prends pour Madonna? Mais je leur disais, quand je pleurais, je disais, vous verrez, un jour, je serai la Madonna arabe. Alors, le problème, c'est qu'à la même époque, vous tombez dans la délinquance. Quelle délinquance?
Déjà, à l'âge de 12 ans, fugue, beaucoup de fugues. Ensuite, j'étais dans des bandes, donc il y avait beaucoup de vols, voilà, des conneries, quoi, de gamins. Ouais. À 15 ans, vous êtes envoyé dans un nouveau foyer. Et là, l'éducatrice remarque votre goût et votre talent pour la musique. C'est là que vous écrivez une lettre à la DAS pour leur expliquer que s'ils ne veulent pas vous voir dans la rue, dans la drogue ou en prison, il faut qu'ils vous payent des cours de chant. Et c'est ce qu'ils vont faire. Pendant 2 ans, vous prendrez des cours aux ateliers de la chanson de la ville de Paris. Oui, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque parce qu'ils avaient un budget pour des enfants, mais la chanson, pour eux, ça voulait rien dire. Mais ils m'ont fait confiance. Ouais. Et j'ai passé 2 ans aux Amandiers, au Théâtre des Amandiers à Ménilmontant. Alors au départ, j'étais un peu déçue parce que moi, j'aimais bien la musique black américaine. Et là, je me vois apprendre des chansons d'Edith Piaf, Brassens, tout ça, qui n'était pas du tout mon truc, j'avais 16 ans. Donc c'était un peu dur au départ, mais grâce à cette école, j'ai découvert la chanson française. Voilà. À partir de là, pendant 10 ans, vous avez chanté dans le métro, dans la rue, avec votre mari qui vous accompagne au saxophone et une copine qui vous accompagne à la guitare. Voilà, et ça me faisait un peu d'argent de poche. Ouais. Et voilà. Vous envoyez des cassettes un peu partout, j'imagine, à l'époque. Beaucoup de refus, et je peux comprendre parce que sûrement que j'étais pas prête à l'époque. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on s'est fait beaucoup arrêter par les flics dans le métro, parce qu'on n'avait pas l'autorisation de chanter dans le métro. Alors, c'est de cette époque que date votre pseudo. Comme on vous dit tout le temps que vous chantez avec votre âme, Lamia devient l'âme, évidemment avec 2 A. Alors, pour vivre, vous êtes obligé effectivement de faire serveuse, de faire des ménages, mais vous dites la seule chose que je n'ai jamais faite, c'est coucher. Je n'ai jamais couché pour réussir dans ce métier, et c'est très important. C'est pour ça que je dis ça aux jeunes filles qui se lancent dans ce métier, c'est pas parce qu'on couche qu'on va réussir. Non. Donc, vaut mieux pas coucher. À un moment, vous travaillez comme serveuse dans le quartier de la Bastille à Paris. Vous participez à une soirée hip-hop au Hot Brass. Et c'est là que vous rencontrez 2 compositeurs, SDO et FB Cool, qui flashent sur vous et qui vous font rencontrer Hervé Benamou, qui est producteur et patron du label Eben Music. Vous faites un premier single en janvier 99 qui s'appelle J'ai le feeling. Qui n'a pas marché. Oui. Et à l'époque, malgré tout, vous êtes choriste sur scène, vous chantez avec Michael Bolton, avec Maria Carey, enfin vous continuez malgré tout. Oui, tout à fait. J'ai fait plein de trucs à côté avant de faire ce single et après. Ouais. Mais vous êtes tenace, 2 mois plus tard, vous sortez une reprise de la chanson de Michel Berger, chantée pour ceux qui sont loin de chez eux. Là, c'est un énorme succès. Le titre se classe numéro 1 en radio, numéro 2 des ventes, et vous vendez 2 millions d'exemplaires. Oui. Je Énorme. tombe sur un reportage sur les esclaves en Arabie Saoudite. Et il y a cette chanson qui me revient à chaque fois et j'en parle à mes producteurs. Ouais. Et je leur ai dit, c'est cette chanson-là que je dois faire. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et dès que j'ai entendu la maquette, j'ai eu les larmes qui ont coulé. Magnifique, en plus elle parle de vous. Un petit peu de moi aussi. Voilà. Donc je remercie Michel Berger et France Gall aussi. Ouais. Et puis à ça s'ajoute votre look, parce que vous avez des perruques blondes, des grands chapeaux, enfin vous avez une image en même temps. Je savais qu'avec ma tête d'arabe, j'allais pas passer à la télé. Et je savais qu'en brune, ça allait pas passer. Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, les arabes, ça passait pas à l'époque. Il n'y avait pas encore Jamel Debbouze, il n'y avait pas encore... voilà, on n'était pas encore à la mode. Hein. Et donc, j'ai voulu un look qui passe partout, et sans savoir si j'étais arabe ou black ou métisse. Ou et comme j'aime Madonna, j'aime Marilyn Monroe, j'aime Mary J. Blige, elles étaient toutes blondes. Donc, c'est le blond, c'est grâce aussi au blond, je pense que... Vous êtes fait remarquer, quoi. Voilà, je me suis fait remarquer par mes looks. Il faut dire, vous êtes prêt à tout pour faire remarquer. Vous dites, je suis consciente que j'en faisais beaucoup, beaucoup trop. C'est vrai, mais en même temps, c'est ce qui a fait aussi Bien sûr. ma personnalité. Alors, de single en album, le succès va continuer. Un jour, vous faites un concert en Tunisie, qui est la patrie d'origine de votre père. Comme 10 000 personnes qui viennent vous voir à Hammamet, quoi. C'est énorme. Puis il y avait un super beau coucher de soleil, c'était magnifique. Ouais. Et j'en garde un très bon souvenir. Et, c'est super, c'est touchant de revenir sur la terre de ses parents. Il y a eu l'Olympia. 2 fois l'Olympia, oui. Alors là, c'est la célébrité. Quelles ont été les réactions, par exemple, de votre mère? Je sais qu'elle est contente, ici, elle est contente. Ouais. Quand elle m'appelle pour me demander de l'argent. D'accord. Et alors, et vos sœurs et frères, comment ils ont vécu tout ça? Très dur. Ouais. Très, très dur. Parce que le problème, c'est que quand on est connu, le problème, c'est la famille. Parce que
Au départ, c'est bien. Ah bah, ma sœur, elle est chanteuse, elle est chanteuse. Ah ouais, ta sœur, elle est chanteuse, mais alors pourquoi tu travailles dans une cantine? Pourquoi t'es poissonnier? Pourquoi t'es... Voilà. C'est pas facile pour la famille, quoi. Ouais. Et vos copines de la DAS, elles l'ont bien vécu, ça? Eh ben, en fait, j'en ai retrouvé 3. Malheureusement, 2 de mes copines sont décédées. Ouais. Drogue, alcool. Donc, c'est pas facile de sortir de la DAS parce qu'on peut soit vraiment s'en sortir ou soit tomber... Voilà. À l'époque, quels ont été vos rapports avec les médias, radio, presse, télévision? Ah, mais c'était le tapis rouge avec les médias, c'était... De toute façon, tant que ça marche, tout le monde est sympa avec vous. Mais ce qui me touche quand même quand ça n'a pas marché, les gens étaient sympas avec moi. Ouais. Vous avez gagné de l'argent? J'en ai gagné au début, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai mis de côté, je me suis acheté une maison. Ah oui. Et que j'ai perdu. Aïe. Que j'ai perdu, mais bon, c'est pas grave, la vie continue. Et question amour, alors vous avez rencontré le grand amour quand? Oui, j'ai rencontré le grand amour. Ça fait 15 ans que je suis mariée et on s'entend très bien. Bon, il y a des hauts et des bas. Ah ouais. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? C'est quand je chante, la première fois, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que avant de passer à la télé, j'étais dans mon petit 15 mètres carrés, à Métro Voltaire. Et là, je regardais Hit Machine. Et là, je me retrouve à chanter à Hit Machine sur M6. Et je vois, je pouvais même pas chanter les paroles, tout le monde chantait la chanson et j'ai pleuré, voilà. Ouais. Et le pire moment? Le pire moment, c'est quand ça marche plus. Oui. Ben justement, c'est à ce moment-là que Luc Plamondon vous propose le rôle principal de sa nouvelle comédie musicale Cindy 2002, qui est une relecture moderne de Cendrillon. Vous acceptez sans hésiter. Vous auriez peut-être pas dû, parce que malgré une promotion d'enfer, Cindy 2002 ne remplit pas les salles, quoi. Non, mais alors je vais vous dire une chose. Cindy m'a beaucoup sauvée parce que c'était la première fois que je chantais tous les soirs. Ouais. Tous les soirs. Pendant 1 an, cours de danse, de théâtre, voilà. Ouais. C'était nouveau pour moi. Donc, pour moi, je renie rien. Franchement, Cindy m'a sauvée. Donc, c'est très bien. Et pourquoi ça n'a pas marché, à votre avis? Ils ont vu peut-être trop grand. Dans une plus petite salle, ça aurait été mieux. Ouais. Voilà. Oui, c'était au Palais des Congrès, hein. Voilà. Ouais. Les critiques n'étaient pas terribles non plus. Par exemple, je suis allée voir Rabbi Jacob, j'avais adoré, et les critiques étaient mauvaises. Donc, très mauvaises aussi. J'ai Alors vous dites, c'est à cette époque que les portes se sont fermées. eu du mal à revenir. Ouais. Voilà. C'est vrai que quand on sort d'un échec, on a du mal à revenir, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'ai peur de rien. C'est pas ça qui va me faire peur. Alors évidemment, là, c'est l'époque des comebacks à répétition dans le disque, et puis il y aura le douloureux épisode du Stade de France. Vous chantez la Marseillaise, vous chantez ça très bien. C'est la seule fois où mon père m'a dit que j'ai bien chanté, c'est quand je chantais la Marseillaise. Et alors, il y a eu les sifflets, quoi. Oui, mais j'étais préparée, même si c'est dur, on m'avait prévenu, voilà. Parce que moi, le problème, c'est que j'ai un côté un peu rentre dedans. C'est-à-dire que si on me siffle, je peux être vulgaire et je peux... Et il m'a dit surtout, tu fermes ta gueule. Ouais. Mais en fait, il sifflait quoi? Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il faut aussi penser que les jeunes, ils galèrent et c'est pas. C'était une façon pour eux de s'exprimer. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a une certaine personne qui n'accepte pas qu'une arabe chante la Marseillaise. Je pense. Ah ouais. C'est possible aussi. Il y a une époque où on n'acceptait pas que Gainsbourg chante la Marseillaise, puis finalement, voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque de Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux? Ah, pas du tout. Pas du tout? Ah non, je suis pas du tout nostalgique. Ouais. J'aime aller de l'avant et j'ai envie de passer à autre chose très très vite. Et si c'était à refaire, votre carrière jusque-là, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je raconterais moins ma vie. Ouais. De trop raconter ma vie, ça crée pas mal de tensions dans ma famille. Et puis je trouve que, je sais pas, quelqu'un comme Mylène Farmer, on sait rien et c'est bien. C'est bien de pas trop savoir parce que quand on sait tout de vous, c'est pas bien. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Celle qui a fait de son mieux. Ouais, c'est bien. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Lame. Merci. Eh ben, c'est gentil. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.